Bonjour d'abord et bienvenue dans ce webinaire Nourrir les abeilles, l'affaire de tous. Je m'appelle Tiffaine Dodin, je suis conseillère apiculture à l'ADA Bretagne. La mission de l'ADA Bretagne, c'est d'accompagner les apiculteurs, notamment professionnels sur la région. Et je suis aussi la modératrice de notre conférence d'aujourd'hui. Ce webinaire, il est organisé par la Chambre d'agriculture et de Bretagne et l'ADA Bretagne dans le cadre du projet financé par Ecophyto, le projet Survapi. Ce webinaire, du coup, Nourrir les abeilles, l'affaire de tous, est le premier d'une série de 4. Donc, vous voyez les titres qui s'affichent à l'écran. Philippe Lanuzel, que vous voyez également à l'écran, sera notre intervenant d'aujourd'hui. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Donc, la présentation d'aujourd'hui que Philippe va nous faire, ça va surtout consister donc, en présentant l'expérimentation Survapi et puis la description de l'environnement du rucher d'études. Et on va se concentrer ensuite particulièrement sur les résultats qu'on a obtenus concernant les ressources utilisées par les abeilles. Et il prendra ensuite un temps pour proposer des pistes d'action pour favoriser ces ressources sur les exploitations entre février et octobre. S'en suivra 15 minutes de questions-réponses. Je vais maintenant donner la parole à Philippe, notre intervenant d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc, Philippe Lanuzel, je suis conseiller agronomie à la Chambre d'agriculture de Bretagne, basé à Vannes. Donc, je suis dans l'équipe protection des cultures et biodiversité et j'ai participé avec Tiffaine au projet Survapi, dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui. Donc, le projet Survapi, c'est un partenariat entre les chambres d'agriculture et les associations de développement de l'apiculture. C'est financé dans le cadre d'Ecophyto. Donc, il y a eu cette opération en Bretagne, mais il faut savoir qu'au total, c'est 7 territoires qui étaient identifiés en France qui ont mené cette action dans des contextes un peu différents, comme vous voyez à l'écran. Et juste Survapi, ça veut simplement dire surveiller les contaminations du milieu par les produits phytosanitaires via les matrices apicoles pour améliorer et réduire leur utilisation. Donc, on avait des contextes un peu différents dans d'autres secteurs. Nous, en Bretagne, on s'est focalisé sur la période de floraison du colza. La question qui était posée au départ par le groupe de travail, un groupe de travail constitué d'agriculteurs et d'apiculteurs, c'était donc en Bretagne de mars à mai, période identifiée à risque car concentrée en traitement agricole pendant la floraison du colza. Pendant la floraison du colza, quels sont les produits qui reviennent à la ruche? Donc, l'objectif, c'était de répondre à cette question, mais aussi, plus globalement, de créer du lien entre les apiculteurs et les agriculteurs sur un territoire pour tendre collectivement vers l'amélioration des pratiques en faveur des abeilles. En tous les cas, faire en sorte que les abeilles soient intégrées dans les prises de décision dans les pratiques agricoles. Pour ce faire, un protocole était mis en place, le même dans chaque région où Survapi a été développé. Un apiculteur partenaire a mis à disposition 10 ruches pendant 2 années consécutives, en 2019 et en 2020. Donc, pendant les 8 semaines de suivi, pendant la floraison du colza, vous avez les dates ici. Donc, en 2019, c'était du 26 mars au 27 mai. Et en 2020, on a fait le suivi du 25 mars au 8 juillet. On a étendu un petit peu, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, il y avait 2 visites hebdomadaires au rucher pour faire des prélèvements de butineuses et du prélèvement de pollen également. Et également observer les symptômes sur les abeilles, si toutefois il y en avait. Et tous les 21 jours, on ouvrait, on faisait un suivi un peu plus poussé, on ouvrait chaque ruche et on observait tous les cadres pour voir la dynamique des colonies. Les infestations varrois et des prélèvements de cire étaient également réalisés. Donc, l'objectif de tous ces prélèvements, c'était bien entendu d'avoir une identification de la flore butinée, ce dont on va parler aujourd'hui plus particulièrement, mais aussi de connaître les contaminants à la fois sur les butineuses et sur les pollens.
Les ruches sont positionnées à la station expérimentale de la Chambre d'agriculture de Kerguénec. Donc, c'est un environnement qui est plutôt polyculture-élevage. Donc, on a au niveau de l'assolement essentiellement du maïs, des prairies permanentes et temporaires, des céréales et à noter aussi quand même environ là, dans 150 hectares de forêt, principalement des mélanges de feuillus, donc autour du château de Kerguénec, et ça dans un rayon de 1,5 km, ce que vous voyez à l'écran, sachant que les abeilles, bien sûr, peuvent aller butiner au-delà, jusqu'à 3 km de la ruche. Voilà, le décor est planté. Donc, on va regarder maintenant effectivement ce qu'elles ont collecté comme pollen, les abeilles. Mais avant ça, peut-être faire un petit point sur le cycle biologique annuel, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément comment fonctionne une ruche. Donc, vous voyez sur ce graphique l'évolution du nombre d'individus dans la ruche au cours de la saison. Alors, il faut savoir que la production de couvain est directement liée à la quantité de pollen disponible pour nourrir les larves. Donc, s'il y a des réserves, la reine va être stimulée pour la ponte et démarrer la colonie. Ce qu'on voit ici, donc, à partir du mois de mars, avec la floraison du colza, une explosion en fait, du nombre d'individus dans la ruche. Donc, le stockage du pollen dans la ruche permet aux colonies de faire face à des courtes périodes de disette. Vous avez ici des carrés rouges là, qui indiquent les périodes à risque de disette. Et effectivement, au printemps, il peut y en avoir aussi. Mais normalement, s'il y a suffisamment de stock, ça se passe bien. Si les ressources sont suffisantes dans le milieu pour compenser après la floraison du colza. Donc, au début de la campagne de butinage, la floraison des cultures mellifères comme le colza procure une grande quantité de ressources. Donc, les colonies se développent, mais après la floraison du colza, il peut y avoir il est nécessaire de trouver des plants de relais. Souvent, elles sont présentes, ces plants de relais, dans les haies, les talus, les chemins, les bords de route. Mais ces ressources-là peuvent aussi ne pas être présentes parce que problème climatique, parce que absence dans le milieu dans lequel la ruche a été positionnée, mais aussi par des pratiques de fauche qui peuvent être parfois trop précoces ou systématiques et du coup limite les possibilités de floraison. Donc, je termine ensuite sur ce cycle biologique ici, en fin d'été, on va dire. Il y a également une période de disette possible avec des ressources qui se raréfient un petit peu et on voit que sur les mois de juillet, août et septembre, les seules ressources disponibles, ça va être du sarrasin éventuellement et le lierre. Donc, ressources importantes pour préparer l'hivernage. Et en fin d'été, automne plutôt, les abeilles se préparent pour l'hivernage et vont rester donc en nombre limité dans la ruche pour passer l'hiver et redémarrer au printemps suivant. Donc l'enjeu pour réussir à faire un cycle normal, c'est et avoir des abeilles en bonne santé, c'est donc de garantir des ressources alimentaires pour les abeilles tout au long du cycle. Ça permet d'améliorer la production apicole, donc les apiculteurs, c'est l'objectif pour eux, la santé des colonies, mais aussi donc réduire la mortalité hivernale par une bonne préparation de l'hiver. Donc, il y a différentes ressources possibles qui vont se succéder tout au long de la campagne. Si on n'y prête pas attention, il peut y avoir des trous sans qu'on s'en aperçoive et on met les colonies en difficulté. Si on arrive à faire en sorte d'intégrer dans ces programmes une certaine logique, on arrive à avoir des ressources toute l'année. Donc, on va regarder précisément ce qu'a donné l'étude sur VAPI donc pendant les 8 semaines de suivi. Donc, vous voyez ici ce qui a été réalisé, les prélèvements de pollen ont été échantillonnés
et envoyé au laboratoire avec des échantillons destinés au laboratoire CEPAM, qui lui donne la nature du pollen. Et puis le laboratoire Primoris recevait aussi des échantillons pour les analyses de produits phytosanitaires. Alors, comment concrètement ça se passe pour prélever, pour prélever ou collecter le pollen? Juste une petite photo ici pour vous montrer à l'entrée de la ruche une trappe à pollen qui est positionnée avec le peigne que vous voyez ici. Les abeilles passent dedans et perdent les pelotes de pollen qu'elles ont sur les pattes. Les pelotes tombent dans le panier et c'est là qu'on peut les récupérer pour analyse. Donc, pour l'étude sur VAPI, ces trappes étaient positionnées pendant 3 jours, puis désactivées pour ne pas affaiblir trop les colonies. Donc, ce qu'on a observé sur ce graphique ici, vous avez le résumé des 8 semaines de suivi avec la proportion en masse de pollen collecté pour 2019. Donc, les 3 principales ressources qu'on avait en début de printemps, c'était le colza, genre prune, c'est le genre prunus, des pruneliers, et des saules, qui étaient les ressources principales sur ce début de printemps. D'autres ressources ont été également explorées, mais en moindre quantité, comme vous pouvez le voir sur le graphique, mais une assez grande diversité quand même. En 2020, on a eu également une grande part de colza, ce qui paraît logique, c'était l'objectif de voir ce que représentait le colza. Du hêtre, contrairement à l'année précédente, le hêtre est plus représenté en 2020. Et enfin, le genre prunus également, en 3e ressource. Et ensuite, une grande diversité aussi de différentes espèces, dont on reparlera tout à l'heure. Ces ressources, on va regarder ruche par ruche ce que ça donnait. Elles sont liées aussi directement aux conditions météo de l'année, parce que le climat impacte assez fortement et directement l'activité des butineuses. Donc, vous voyez ici, par exemple, la semaine 14, on avait des températures assez froides et de la pluie. Et la semaine 17, également, un épisode de pluie assez marqué qui a perturbé l'activité des butineuses. Alors, si on regarde sur 2019, donc là, il y a beaucoup de… C'est un graphique assez chargé. Alors, comment on va le lire? Vous avez en haut la fresque du temps, là. Comment? Juste coupe ta vidéo le temps de cette diapo, s'il te plaît. On ne voit pas bien. Ah bon, voilà. Du coup, là, a priori, vous ne voyez pas forcément très bien. En fait, vous devez avoir sur la moitié de votre écran la diapositive et l'autre moitié de l'écran la vidéo de Philippe. On va essayer en coupant sa vidéo si on voit mieux. On essaye comme ça en espérant que vous voyez mieux cette diapo. Oui, parce qu'elle est assez chargée, effectivement. Ce n'est pas la peine de voir ma tête. Donc, je disais en haut de la diapo, vous avez la… Ah, il n'entend plus. Je vais remettre. Je vais mettre un petit sort. Hop. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc, je vais le commenter. Donc, la fresque du temps, donc, vous voyez les semaines ici. On a commencé fin mars, la semaine 13. Puis, vous avez la première quinzaine d'avril, deuxième quinzaine, et ensuite le mois de mai, également en quinzaine. Donc, on a regroupé en fait les échantillons de pollen par quinzaine et on a réalisé ces graphiques ruche par ruche. Alors, sur les 10 ruches qui étaient suivies, il y en a 5 qui étaient équipées de trappes à pollen. Et donc, ce graphique montre en ligne l'évolution en fait, de la collecte de pollen en fonction donc, des semaines qui passent. On voit effectivement, si on prend la ruche 3 ici, qu'au démarrage, le colza représente plus de la moitié des ressources collectées et on est sur des grammages assez faibles, 213 grammes. Puis, ça augmente assez rapidement avec la floraison du colza et l'arrivée des saules et des pruneliers.
Puis, donc on arrive à plus d'1 kilo récolté. La deuxième quinzaine d'avril, c'est le même scénario. Et enfin, on remarque plutôt au mois de mai une diminution des quantités collectées et une augmentation de la diversité, en particulier la deuxième quinzaine, de la diversité des pollens. Donc là, on voit bien ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être la fin de la floraison du colza qui provoque un grand manque, on va dire, en termes de quantité de pollen collecté. Et les butineuses vont aller explorer d'autres ressources qui émergent dans le milieu. Mais si le milieu n'est pas suffisamment fourni, on va avoir des quantités moindres qui sont récoltées et potentiellement des colonies qui peuvent être en difficulté si ça se prolonge. Donc ici, ce n'était pas forcément le cas, on avait quand même de la diversité, mais on s'arrête, nous, à 8 semaines de suivi, donc on n'a pas vu ce qu'il y avait après. Et autre remarque sur ce graphique, on peut voir la dynamique des colonies qui est différente. Donc, on voit la ruche 3, elle a collecté des quantités assez importantes, plus d'1 kilo sur quasiment un mois, alors que la ruche 6 en dessous, vous voyez, elle reste sur des quantités beaucoup plus faibles. Donc, voilà, il y a un facteur colonie qui joue aussi dans la collecte et on voyait dans notre suivi toutes les semaines qu'effectivement certaines colonies étaient beaucoup plus fortes que d'autres. Voilà. Donc si on fait la même chose pour 2020, donc là j'ai le même graphe météo, donc on voit aussi qu'il y a eu des périodes de pluie la semaine 17 et 18 avec donc des problèmes de collecte de pollen. Et des températures qui étaient aussi assez froides le matin en début de suivi. Et puis après, ça s'est un petit peu amélioré. Donc voilà l'impact. Alors je vais passer plus vite, mais c'est le même type de graphique. Peut-être à signaler ici, donc l'année 2020, la floraison du colza a été beaucoup plus, elle est un peu plus précoce et puis a été aussi plus courte, on va dire. En tous les cas, ça dépend de l'assolement qu'il y avait dans le secteur. Donc ça s'est arrêté deuxième quinzaine d'avril pour quasiment toutes les colonies. Avec ensuite une transition grâce au hêtre qui s'est peut-être faite mieux que l'année précédente. Vous voyez, les quantités sont quand même un petit peu inférieures, mais plus équilibrées entre les colonies par rapport à 2019. À noter que sur la fin mai, donc on a une grande diversité d'espèces qui sont explorées, dont des trèfles, des fleurs sauvages, type renoncule, et les ronces. Qui sont aussi une ressource importante pour les abeilles. Je le signale parce qu'on n'a peut-être pas toujours une bonne image des ronces. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donnait en fait pour le suivi sur VAPI. Après, ça ouvre des questions sur oui, est-ce que le milieu dans lequel j'ai positionné les ruches est favorable ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces ressources tout au long de l'année pour les abeilles. Alors, à la fois dans les parcelles, dans les bordures de parcelles et puis au niveau des haies. Voilà. Donc, dans les parcelles, les agriculteurs ont la possibilité de mettre des cultures intéressantes pour les abeilles. Donc, j'ai cité quelques-unes, ce n'est pas exhaustif. Donc, le colza, évidemment, en fait partie. C'est l'une des premières. C'est la première ressource importante au printemps qui permet de lancer les colonies. On cite les févroles de printemps que les abeilles ne vont pas forcément aller beaucoup visiter parce que c'est des fleurs assez difficiles d'accès pour elles. C'est plutôt d'autres pollinisateurs qui iront, type bourdon. Le maïs, alors, il fleurit, il est intéressant parce qu'il arrive dans une période où il y a peu de pollen disponible pour les abeilles en juillet et août. Par contre, si vous regardez ici, l'intérêt, il ne produit que du pollen, pas de nectar, et l'intérêt nutritionnel pour les abeilles est très limité. Par contre, c'est peut-être un moment où il y a peu de ressources à ne pas négliger quand même. Le sarrasin, qui fleurit aussi pendant l'été, qui lui apporte du nectar, qui permet de faire du miel de sarrasin.
Le tournesol, même s'il est assez peu développé chez nous, on commence à en voir un petit peu. Il peut, selon les dates de semis, avoir une floraison étalée. Il peut aussi être introduit dans certains couverts végétaux en mélange pour avoir des floraisons plus tardives. Donc, à voir si c'est peut-être des ressources aussi pour les abeilles. Donc ça, c'est dans les exemples de culture. Vous avez aussi des espèces fourragères, comme la luzerne, qui est une pérenne, qui va fleurir régulièrement, normalement, qui peut fleurir en fait, surtout toute la période de mai à septembre. Le tout va être de l'exploiter pour les agriculteurs, hein, en laissant une période de floraison au moins, ce qui garantit aussi une meilleure pérennité de la luzerne. Donc, d'autres espèces comme le trèfle blanc, qui est donc, fréquent chez nous, qui va fleurir aussi pendant tout l'été. Le trèfle violet, qui peut fleurir aussi assez précocement en mai-juin. Voilà. Bon, différentes ressources, je ne vais pas toutes les citer. J'en ai mis une en fourrage ou en cive, donc culture intermédiaire à valorisation énergétique. Donc, des cultures qu'on peut commencer à avoir à destination pour la méthanisation. Pardon. Donc, c'est une pérenne qui, une fois en place, est intéressante pour les abeilles. Elle fleurit de juillet à septembre. C'est la photo que vous avez à l'écran, ici en bas. Donc, ça fait une forte biomasse. Et donc, on a une production de nectar et de pollen. Donc, à un moment où les ressources sont assez limitées. Et enfin, autre moyen d'action dans les parcelles, hein, c'est de la mise en place de couverts végétaux, avec des semis assez précoces à favoriser pour avoir une floraison ici en septembre-octobre. Alors même si ce n'est pas forcément ce que les agriculteurs vont rechercher en interculture longue, mais ça peut être aussi des espèces à implanter en interculture courte, entre deux cultures d'automne par exemple. Pour avoir une floraison ici qui permettra aux abeilles de trouver des ressources pour préparer l'hiver. Donc, ça peut être de la moutarde blanche, ça peut être de la facélie, des radis, des tournesols également. Ensuite, dans les ressources très importantes et qui s'étalent aussi sur une longue période, c'est bien entendu les prairies naturelles, donc, qui sont comme vous voyez sur la photo ici, assez riche en flore diversifiée. C'est ça l'intérêt, puisqu'il va y avoir des floraisons à différents moments de l'année, du cycle des abeilles. Donc, elles vont trouver différentes ressources qui vont leur permettre d'avoir aussi une meilleure immunité. Et donc de mieux se préparer, mieux lutter contre les agressions type virus. Donc voilà, les prairies à base de trèfle blanc sont intéressantes aussi pour les abeilles. Et enfin, pour continuer, si on se regarde un petit peu plus ce qui se passe autour des parcelles, peut-être inciter aussi à avoir un regard différent sur la flore spontanée. Le pissenlit, qui est régulièrement dans les prairies, les coquelicots, dont on entend parler aussi, qu'on voit dans les parcelles, qui est considéré comme une adventice, mais qui a aussi un intérêt pour le pollen, de la centaurée, des chardons, qui n'ont pas forcément bonne presse au niveau de l'agriculture, et on comprend pourquoi. C'est une plante qui peut poser des problèmes de salissement importants dans les parcelles. Mais il faut savoir aussi que c'est une très bonne ressource en nectar et en pollen pour les abeilles. Donc, du moment qu'il ne dérange pas la production agricole, il n'y a pas lieu de tout détruire. On peut laisser fleurir. Voilà, sachant qu'il y a la réglementation en train d'évoluer aussi pour les chardons, actuellement qui ne sont plus considérés comme une plante nuisible. Et enfin, dans les haies, si vous avez des plantations de haies à faire, le saule, le noisetier sont des espèces qui vont procurer des ressources assez précocement. Ensuite, tout ce qui est cerisier, merisier, prunelier, etc. Donc, j'ai essayé de mettre les périodes de floraison de façon progressive pour qu'on puisse faire un panachage des espèces pour avoir une floraison la plus étalée possible. Et vous voyez, bon, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres espèces plus intéressantes. Et vous voyez en fin de cycle, effectivement, le lierre, qui est la dernière ressource disponible pour les abeilles, qui fournit à la fois nectar et pollen.
donc une ressource très importante pour la préparation à l'hivernage. Alors, tous ces espèces-là, il faut essayer de regarder ce que la réglementation qui s'applique au niveau des exploitations agricoles impose. Donc, les agriculteurs ont des obligations et donc on peut aussi se saisir de ces obligations comme une opportunité pour améliorer les ressources pour les abeilles. Les haies peuvent être intégrées en surface d'intérêt écologique et participer du coup à l'obligation d'atteindre 5% de la surface agricole utile en SIE. Donc, voilà. Les jachères mellifères peuvent aussi être une opportunité si on n'a pas suffisamment de surface en SIE et que voilà, dans certains secteurs, on peut semer des jachères mellifères. Il y a une liste de plantes qui est donnée par les pouvoirs publics. Et donc, on peut associer 4 à 5 espèces de cette liste-là pour faire une jachère fleurie. Voilà. Ensuite, les bandes tampons peuvent servir également de ressources alimentaires pour les abeilles. Voilà. Ensuite, je passe rapidement sur ce dernier point. Je l'ai déjà dit, laisser la flore spontanée pousser du moment qu'elle ne gêne pas, laisser au moins fleurir. Le temps que les fleurs sont ouvertes, les abeilles vont aller les visiter. Une fois que la floraison est finie, on peut effectivement nettoyer. Et pour finir un peu cette présentation, si vous souhaitez aller plus loin dans les espèces intéressantes pour les abeilles, différents travaux ont été réalisés. Je cite simplement une vidéo, une saison aux abeilles. Donc, c'est un apiculteur qui met régulièrement son activité en ligne. C'est assez intéressant. Il fait un zoom sur un partenariat apiculteur-agriculteur pour la fourniture de semences par les apiculteurs aux agriculteurs. Donc, voilà, ça peut être des idées. Il y a également des outils type Auxilet, Auxilherbe qui ont été réalisés, qui peuvent permettre de choisir des espèces intéressantes à mettre dans les haies et dans les bandes enherbées pour favoriser alors, les pollinisateurs, mais on va dire les auxiliaires d'une façon générale, donc pas que les abeilles domestiques. Mais bon, ça peut être intéressant. Et sur Internet, on peut aussi trouver sur le site du ministère de l'Agriculture la liste des plantes attractives pour les abeilles. C'est un document libre d'accès qui peut être intéressant à utiliser également. Voilà, donc j'ai terminé la présentation sur VAPI. Eh ben, merci Philippe pour cette intervention. On va donc passer au temps de questions-réponses pour un petit quart d'heure. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le petit onglet questions-réponses en bas de votre écran. Alors, on en avait quelques-unes déjà concernant les ressources alimentaires. Comment est-ce qu'on explique la présence de pollen de colza en mai ? Alors, en 2019, effectivement, il y avait des pollens de colza qui traînaient un peu. Voilà, c'était assez surprenant. Nous, on l'a expliqué par le fait que probablement il y a eu des parcelles peut-être plus tardives qui ont été visitées par les butineuses. Et ensuite, on a regroupé les échantillons par quinzaine. Et voilà, probablement que voilà, sur la première quinzaine de mai, on se retrouve avec des échantillons de colza qui ont pu être collectés début mai et mélangés ensuite à d'autres échantillons un peu plus tardifs, qui fait que voilà, on n'est pas très précis avec nos schémas là, sur la période exacte de fin de floraison du colza. Mais effectivement, le colza, il va fleurir plutôt jusqu'à fin avril, et puis après, on passe sur les siliques. Merci pour cette réponse. On avait une autre question. Est-ce qu'il y a des cultures horticoles autour de Kerguéhennec ? Non, pas à notre connaissance. Alors, l'assolement qu'on a montré là, si je remonte la diapo peut-être,
il était aussi issu d'une enquête qui avait lieu en parallèle, parce qu'une étude sur la qualité de l'air qui était menée également, et l'assolement était demandé dans ce cadre-là. Et donc, on visualisait essentiellement les cultures que vous voyez ici, comme j'ai dit, maïs, céréales, prairies, des cultures légumières, il y en a un petit peu, un tout petit peu de soja, voilà, qui était cette année-là aussi, mais c'était plus de la station expérimentale en essai, justement. Et ensuite, c'est des bois et des forêts, essentiellement. Il n'y a pas forcément de culture horticole. Et sur cette même diapo, là, du coup, est-ce que tu peux dire le pourcentage d'hectares de colza, on ne l'a pas forcément, mais le nombre d'hectares de colza, peut-être? Mais si le pourcentage, on peut le donner, parce que là, c'était 2020, mais on l'avait en 2019 aussi, ça représentait 3 à 4%, simplement. Le colza, ici, vous l'avez en marron sur la diapo, donc il y en avait un peu ici, un peu là, un petit peu ici, donc il n'y a pas beaucoup. Mais à cette période de l'année, donc quand on démarrait, c'est la seule ressource qui était disponible. Voilà. Donc il y a 3 à 4%, et que ce soit en 2019 ou en 2020, c'était à peu près le même pourcentage. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, du coup, encore une autre question. Est-ce que la différence de rentrée de pollen dans les ruches impacte la santé ou le rendement en miel de celle-ci? Alors, je vais remettre celui-là. Là. Moi, je ne pourrais pas forcément répondre à cette question de façon très claire, mais ce qu'on observait dans le rucher, c'est que les ruches qui étaient les plus dynamiques, quand on fait des observations collévales, on voit bien qu'elles sont populeuses, elles étaient saines, fonctionnaient très bien. Les ruches un peu faibles, ici, là, la 6, il y avait eu la 9 aussi à un moment donné, qui n'était pas terrible. Moins performantes, ont parfois eu du mal à finir. Alors, je ne sais plus si c'était la 6 qui est devenue orpheline, mais effectivement, cette ruche-là a eu du mal à démarrer, et après, il faudrait revoir avec l'apiculteur si elle avait démarré effectivement après, un peu plus tard en saison. Et on n'a pas les chiffres de récolte de miel, en fait. C'est ça. Donc, peut-être tu peux me donner d'autres éléments sur cet aspect-là. Non, je suis désolée, je suis sur les questions aussi. Je ne suis pas capable de lire en même temps les questions et de compléter tes réponses. Je pense que tu as très bien répondu. Une autre petite question. Dans le cadre des mélanges et des marques que tu as pu recommander là, pour implanter des espèces mellifères, concrètement, où est-ce qu'on peut acheter ces graines ou ces mélanges? Comment est-ce qu'on peut s'approvisionner et se les procurer? Alors, dans les structures agricoles classiques, type coopérative, il y a des mélanges maintenant mellifères qui peuvent être proposés, ou alors ce sera directement auprès de semenciers qui peuvent proposer des mélanges tout prêts à l'emploi. Donc, alors j'en ai pas là de liste de fournisseurs à vous donner comme ça, mais c'est possible après le webinaire de vous fournir des éléments sur les fournisseurs divers et variés selon les secteurs et selon ce qu'on recherche. Mais non, il y a déjà un premier niveau au niveau des structures d'approvisionnement agricole. Pour tout ce qui est mélange de couverts végétaux, il y a des mélanges intéressants pour les pollinisateurs. Donc, on peut déjà s'approvisionner à ce niveau-là. Et après, pour des bandes fleuries un peu plus spécifiques, là, c'est auprès de semenciers spécialisés qu'on peut faire les commandes. Et juste aussi, les firmes phytosanitaires peuvent, enfin au moins une, propose aussi des mélanges d'espèces fleuries, de bandes fleuries. Merci. Du coup, pour prolonger
cette question là sur les variétés de semences vendues. On a une question, justement, enfin, les agriculteurs utilisent des semences hybrides et on peut s'apercevoir sur le terrain que certaines parcelles sont délaissées par les pollinisateurs. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les semences hybrides et le délaissement des parcelles par les pollinisateurs? Alors là, pour moi, c'est difficile de répondre parce que je n'ai pas étudié cette question-là, mais effectivement, selon les variétés de colza, par exemple, oui, il y a un intérêt moindre selon les variétés. Hein. Il y en a qui sont plus intéressantes au niveau pollen et nectar que d'autres. Ce n'est pas forcément effectivement une question étudiée précisément quand on fait le choix de variété. Quand on, par exemple, qu'on propose aux agriculteurs, ce n'est pas forcément étudié. Ça devrait effectivement l'être. Ça peut être justement des choses que ce programme sur Vapi apporte. Faire un zoom sur aussi dans les critères de choix, l'intérêt pour les pollinisateurs, en effet. Ok, merci. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres leviers existants en faveur de la ressource apicole auprès des agriculteurs au-delà de la SIE? Est-ce qu'on a d'autres leviers qui sont mobilisables par les agriculteurs? Alors, les SIE, j'ai cité parce qu'effectivement, les agriculteurs ont cette obligation là, d'avoir 5% de surface intérêt écologique. Bien sûr qu'il y a d'autres leviers. Hein. On n'est pas obligé de simplement respecter ces SIE-là, mais on peut aller plus loin, en fait. Je n'ai pas cité, mais il y a des travaux aussi qui peuvent être faits sur l'agroforesterie, par exemple, qu'on commence à voir un petit peu. On a des collègues de la Chambre d'agriculture, donc Isabelle Sénégas, qui travaille ces sujets-là. Peu développé, mais ça peut être des pistes à étudier. Tout ce qui est aménagement au niveau des bassins versants aussi, pour limiter les phénomènes d'érosion ou de transfert de fertilisants ou de produits phyto, hein, par un aménagement, en fait, soit par des talus, soit par des haies bien positionnés. Donc, tout ça, c'est des leviers qui peuvent être aussi utilisés pour améliorer la ressource pour les abeilles. Et on n'a pas forcément cité non plus, mais des techniques agricoles qui se développent, donc l'agriculture de conservation, par exemple, qui repose quand même sur la couverture du sol permanente, peut aussi être très intéressante pour la diversité des espèces qui vont être présentes dans les couverts, et donc permettre aux abeilles de trouver plus de ressources. Donc, ça, c'est des choses que les agriculteurs font déjà, qui peuvent être mis en avant pour l'intérêt pour les abeilles. On n'a pas forcément la cité non plus, quoi. Après, c'est vrai que je dirais que un levier important, enfin, le premier de tous les leviers, c'est d'établir une bonne connexion et un bon dialogue avec l'agriculteur chez qui les apiculteurs mettent les ruches, et qu'il y a un bon échange entre eux, entre les deux professions, pour que chacun comprenne bien les enjeux de l'autre et puisse adapter les pratiques, en fait, hein, pour et aménager l'exploitation agricole s'il y a des possibilités. On peut aussi, par exemple, un agriculteur pourrait trouver que voilà, il y a des espaces qui lui servent à rien parce qu'il ne peut pas mettre de culture, ce qu'on va appeler des délaissés, en fait. Hein, et ben, pour l'apiculteur, ces délaissés-là, c'est plutôt des zones très intéressantes. Donc, les valoriser par l'apiculture, c'est plutôt très bien, et ça mettra aussi ces espaces-là, une vision un peu plus positive par l'agriculteur dans ces espaces-là. Voilà. Donc, faire prendre conscience que l'exploitation agricole, elle a plein de ressources insoupçonnées et pas forcément directement utiles à l'agriculteur, mais qui ont quand même une fonction importante. Voilà. Ok, alors il est 11h10. Pour respecter les horaires qu'on avait définis, on va encore prendre peut-être une dernière question. Alors, pour pallier aux périodes de disette, quelles solutions nutritives utilise l'apiculteur? Est-ce qu'il y a des apports de protéines pendant ces périodes, ou est-ce qu'on a vu un impact de ces périodes de disette
lors des évaluations? Alors nous, là, pendant le suivi sur VAPI, on n'a pas vu un impact, c'était pas en tout cas pas très net. Elles ont trouvé des ressources et ça s'est assez bien passé sur les 2 années. Par contre, on aurait fait le suivi en 2021, par exemple, on aurait certainement vu au printemps un problème un peu plus important lié aux conditions climatiques. Donc, il y a l'impossibilité pour les abeilles d'aller butiner pendant une longue période, ce qui peut provoquer effectivement la disparition de colonies. Alors, la solution pour pallier à ça, ça peut être, alors d'une part, de transhumer, enfin, ce que les apiculteurs font pour certains en tous les cas, aller positionner les ruches là où la ressource est disponible pour faire des mielés spécifiques. Bon, après, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça permet déjà d'éviter un problème. Après, pour les autres, effectivement, il y a le nourrissement qui est fait avec des apports de sirop. Voilà, après, peut-être que Tiffany sera plus calée que moi sur, sur cette partie-là. Mais effectivement, il y a une vigilance importante à avoir au moment des disettes par les apiculteurs qui doivent faire des visites des ruchers. Ce sera présenté, je pense, lors du prochain webinaire, pour éviter que des colonies soient mises en difficulté. Ouais, juste pour compléter très rapidement, enfin, du coup, c'est vrai que ces périodes de disette, elles sont vraiment très critiques. Et on a vraiment des colonies en fait, qui peuvent mourir de faim en quelques jours, parce qu'il y a tellement d'abeilles dans les colonies à cette époque-là. Si vraiment il n'y a plus aucune goutte de nectar à aller butiner, en quelques jours, on voit que les colonies peuvent mourir de faim, de famine, quoi. Donc l'idée, c'est d'éviter ça à tout prix en faisant des visites régulières des ruchers. Et si vraiment on voit que les cadres ils sont tout secs, qu'il y a 0 goutte de miel en réserve, les apiculteurs peuvent nourrir en mettant 1 kg de sirop à peu près une fois par semaine, tant que la période de disette perdure. L'idée étant d'en mettre vraiment le moins possible pour éviter toute contamination et toute remontée de sirop dans le miel qu'on va récolter à l'été qui va suivre, quoi. Voilà. Et ben, du coup, le temps pour cette question, pour ce temps question-réponse est presque écoulé. J'en profite pour répondre à une dernière question. Une personne demandait si la présentation sera disponible à la suite de cette matinée. Donc oui, notamment pour que vous puissiez cliquer sur les liens qui étaient présents dans la diapositive. Là. Un petit mot pour remercier quand même du coup, les agriculteurs et les apiculteurs qui ont fait partie du comité de pilotage du projet, particulièrement à l'apiculteur qui a mis ses ruches à disposition et à l'agriculteur qui les a accueillis. Et puis merci aussi aux collègues qui nous ont aidés tout au long du projet et pour l'organisation de ce webinaire. Pour améliorer nos webinaires, du coup, on vous diffuse un lien vers un questionnaire de satisfaction qui apparaît dans votre onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour y répondre et on vous le reverra par mail juste après le webinaire également. Le lien vers le replay de ce webinaire qui était enregistré sera bientôt disponible. Et puis, pour aller plus loin, on vous invite bien sûr à participer aux 3 prochains webinaires. Donc, on se donne rendez-vous mardi à 10h30 pour le thème « L'apiculteur, un éleveur comme les autres » avec le témoignage d'un api pro. Sachez que la Chambre d'agriculture propose aussi des formations pour les agriculteurs sur le thème de l'apiculture. Et bien sûr, Philippe et moi, on se tient disponibles si besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Pour finir, du coup, au nom de l'équipe d'organisation de cette conférence, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne journée.